Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette première Suisse romande et première en termes d'exploitation en Suisse de ce film après sa présentation en compétition au festival de Locarno. Je suis très heureux que la Cinémathèque suisse, en collaboration avec la revue Tracé, puisse présenter ici au Capitole ce film, parce que La Sapienza est pour nous un film très important. D'une part parce qu'il est curieusement un film suisse sans être suisse, on en parlera peut-être plus tard, puisque vous le verrez, il touche à beaucoup de liens avec notre pays, mais aussi parce que Eugène Green est pour nous, je dis nous parce qu'on est plusieurs, notamment Kika Belogonzi, responsable de la programmation, a aimé le travail d'Eugène, parce que Eugène Green est pour nous l'un des grands cinéastes contemporains, écrivain, homme de théâtre, mais cinéaste pour nous, au départ, qui parle du cinéma, qui parle ici aussi de l'architecture, et qui nous fait quelque part redécouvrir le plaisir des images, des sons, de la parole, du langage, avec ses comédiens et ses images. C'est pour ça qu'on est très heureux de présenter La Sapienza ici ce soir, en vous rappelant que le film sortira vendredi au cinéma City Puy et qu'il y restera tout le mois de mai, donc faites-le savoir autour de vous. J'ai le plaisir d'accueillir tout d'abord le producteur du film, producteur avec une Française, Martine de Clermont-Torner, qui s'excuse de ne pas pouvoir être ici pour des raisons assez dramatiques d'ailleurs, Alessandro Borelli, pour une société qui est italienne, mais qui a un nom très proche de nous, puisque c'est La Sara Pictures. Alessandro, benvenuto. Bonsoir. Merci. Avant tout, merci d'être ici. Pour moi, c'est vraiment un rêve voir les mardis soirs un cinéma si plein, parce qu'en Italie, malheureusement, seulement le vendredi soir, le samedi soir, avec des grands blockbusters américains, il y a un grand public. Mais non, je suis très content aussi, parce que comme a dit Frédéric, la société, vous verrez dans les titres, a le nom d'un pays que c'est la Sarraz, où dans les 1929, quand est né ce cinéma ici, quand a été construit ce cinéma ici, il y avait le premier congrès du cinéma indépendant. Et bon, donc merci encore et bonne vision. Grazie Alessandro, merci beaucoup. Et j'ai le plaisir d'accueillir évidemment Eugène Green, habitué de Locarno, mais qui pour la première fois monte les marches rouges et prestigieuses du cinéma Capitole de Lausanne. Bienvenue Eugène. Merci beaucoup Frédéric, et merci à vous tous d'être venus si nombreux, ça fait toujours très plaisir. D'autant plus que autrefois je n'avais pas l'habitude de voir pour mes films des salles si pleines. Je suis très content de pouvoir présenter le film ici en Suisse. Comme Frédéric l'a dit, c'est un film qui a des liens très, très importants, très fondamentaux avec la Suisse, même si finalement on en a tourné très peu en Suisse, on a tourné quand même un petit peu. Et je voulais dire quelque chose, mais j'ai oublié. Bon, en tout cas, on va être là, donc à la... Oui, c'était juste à propos de la Suisse. La Suisse, quand même, pour moi, a toujours joué un rôle très, très important de reconnaissance. Parce que quand je faisais du théâtre, la première institution officielle qui a reconnu mon travail sur le théâtre baroque, c'était le Centre de musique ancienne de Genève, où je venais très souvent, en fait, dans les années 80, donner des stages. Et donc, le festival de Locarno, de tous les festivals de première catégorie, c'est celui qui m'a invité le plus souvent à présenter mes films, et donc j'ai des liens très, très étroits et très affectueux avec ce festival. Donc on sera là à la fin pour discuter avec vous, et donc je vous souhaite une bonne projection, buona visione. Buona visione, à tout à l'heure, merci. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de faire ce film autour de l'architecture d'un côté, mais aussi autour de ce personnage qui, évidemment, pour nous, a une certaine importance, qui est Francesco Borromini? Disons, bon, dans les années 70, quand je faisais des études d'histoire de l'art,
je me suis intéressé en particulier à l'architecture et j'ai découvert Borromini et ça m'a vraiment impressionné. Et donc, quand j'ai créé à cette époque-là une compagnie de théâtre, déjà je l'ai appelé le Théâtre de la Sapience. C'était déjà un hommage à Borromini. Et à l'époque, je rêvais de faire des films. Je voulais faire des films depuis l'âge de 16 ans, en fait. Pendant que je regardais Il Deserto Rosso d'Antonioni, je me suis dit qu'il fallait que je fasse des films. Et donc à l'époque, j'ai eu le projet comme un rêve de faire un film sur Borromini, mais à l'époque, ça aurait été, je l'ai conçu comme une biographie fictionnelle, enfin comme on fait, donc un film en costume, dont le seul élément réel aurait été l'architecture que je voulais filmer déjà, et que heureusement la plus grande partie de l'architecture de Borromini est toujours là, à Rome. Mais j'ai réussi à faire des films seulement beaucoup plus tard, en fait, à la fin du siècle dernier. Et alors, donc j'avais eu le temps de beaucoup réfléchir, et je me suis rendu compte que je n'avais pas envie de faire un film en costume, parce que dès qu'on met un costume sur un acteur, il commence à faire du théâtre. Il ne peut pas se tenir de la même façon, et donc il commence à intellectualiser, à imaginer comment il doit se représenter dans ce costume. Et puis on s'attache à reconstituer des détails, mais c'est toujours fait intellectuellement, et donc c'est toujours faux. Tandis que ce qui m'intéresse dans le cinéma, c'est la possibilité de capter l'énergie intérieure réelle, la présence réelle de l'énergie spirituelle dans les personnes et dans les choses. Et donc, bon, je ne songeais plus à cette idée d'une fiction, d'une biographie fictionnelle, mais grâce au Festival de Locarno, en fait, j'ai pu voir le village de Lissone auquel j'avais souvent pensé avant, donc le village natal de Borromini dans le Tessin. Et bon, c'est parce que quand on va à Locarno de Paris, on prend un vol pour Milano-Malpensa et puis on fait la route. Et c'était un choc de découvrir ce pauvre village entouré d'une autoroute et le lac de Lugano coupé en deux parties par une autoroute. Et donc en 2007, j'étais à Locarno pour le film qui a été commandé par le Festival de Jeonju, en fait, où j'ai fait un tiers du film. Les deux autres tiers étaient de Pedro Costa et de Harun Farocki. Et je ne sais pas, j'ai eu cette idée tout d'un coup, parce qu'en général, pour mes films, l'idée de base vient comme ça, avec le titre. Bon, là, le titre, c'était une évidence, mais l'idée aussi de faire un film autour d'un architecte contemporain qui a réussi dans sa carrière, mais qui commence à se poser des questions par rapport à sa pratique de l'architecture, et qui est obsédé par Borromini, qui fournit presque un contre-modèle. Et à partir de là, les 4 personnages principaux se sont mis en place comme ça. Mais pour continuer un tout petit peu dans ma question, pourquoi l'architecte du film est suisse ? Il aurait pu être français, il aurait pu être... pourquoi il est suisse? Alors il est suisse, bon d'abord parce qu'il y a le rapport avec Borromini, donc qui était suisse en fait par sa naissance, mais aussi parce que moi une autre grande préoccupation que j'ai, c'est la civilisation européenne qui s'est suicidée au début du XXe siècle et qui a eu une petite renaissance après la Seconde Guerre mondiale, mais qui est de nouveau en train de se suicider définitivement. Mais comme je n'arrive pas à être pessimiste, je crois toujours à la possibilité d'une renaissance. Et donc la Suisse représente en quelque sorte un modèle, enfin un microcosme de l'Europe. Le fait, par exemple, qu'Alexandre, il a 2 langues maternelles, puisqu'il dit que sa mère était française et son père enfin, en tout cas, et peut-être qu'elle était suisse, mais en tout cas, il dit que sa mère parlait français, que son père parlait allemand, et par ses études à Venise, donc il maîtrise parfaitement aussi l'italien. Et je pense que donc c'est quelqu'un qui a la capacité, en fait, de contribuer à une renaissance
de la civilisation européenne, mais parce qu'il est pris dans l'engrenage de la non-civilisation postmoderne, il a préféré en fait réussir socialement et professionnellement plutôt que de mener une résistance. Mais grâce à ce contact donc, avec un jeune qui commence l'architecture, il retrouve une inspiration, aussi grâce donc, au contact avec Borromini. Et donc peut-être que ce Suisse donc, qui pourrait représenter une sorte de modèle pour l'Europe, peut-être qu'il va faire quelque chose pour essayer de donner une nouvelle vie à ce modèle. Parce que tu le dis, enfin, je veux dire, le film le montre clairement. Il y a vraiment cette idée d'une renaissance possible. Enfin, c'est les jeunes qui vont quelque part, enfin, le jeune et Borromini, cette confrontation qui va, enfin, le maître et l'élève, le jeu s'inverse, enfin, quelque part, et tu donnes vraiment clairement l'idée qu'il y a une renaissance possible. Oui, bien sûr. C'est-à-dire par le renouveau de la transmission. Mais la transmission, pour moi, est toujours à double sens. Parce qu'un adulte donc, possède un savoir qui peut et doit communiquer à des jeunes, mais souvent, un adulte, comme dans le cas d'Alexandre, a perdu ce que moi j'appelle l'intelligence. L'intelligence, pour moi, c'est une pensée logique, mais intuitive, qui vient, je dirais que le siège de l'intelligence, c'est le cœur, et le gros défaut de la civilisation européenne, qui est maintenant... qu'elle a partagé maintenant avec le monde entier, c'est ce que moi j'appelle la raison, que j'écris toujours avec un grand R, parce qu'elle a été divinisée, en fait. À partir du XVIIIe siècle, elle a remplacé Dieu, elle devient une valeur absolue. Et la raison, c'est quelque chose qui n'est pas humain, en fait. C'est une abstraction créée par l'homme, mais qui existe en dehors de l'homme. Et du coup, quand on suit la raison, ça mène toujours à une déshumanisation. Donc, je pense que la Renaissance, oui, est possible, mais par le renouveau de la transmission, qui veut dire qu'il faut aussi que les adultes se ressourcent auprès de cette énergie intuitive, mais qui souvent va très, très loin, qui vient des jeunes. Est-ce qu'il y a déjà une question? Il y a des micros qui circulent dans la salle. Je vous donne encore quelques minutes pour réfléchir, sinon, mais s'il y a quelqu'un qui a déjà une question, là, ben voilà. Je suis très fascinée par ce film, je connais mal le cinéma, mais je me demande, est-ce que c'est ça un film baroque? À cause du langage que vous avez choisi de donner aux protagonistes. Ce langage très maniéré, tout à fait prévisible, enfin c'est incroyable. Est-ce que c'est ça un film baroque? Non, bon, il y a des gens qui parlent de cinéma baroque, mais pour moi, ça n'a aucun sens, parce que pour moi, le baroque, c'est une période historique. Ce serait comme dire un film gothique ou un film roman. Pour moi, ça n'a pas de sens. Moi, je trouve une inspiration dans la civilisation baroque, mais seulement comme une façon de créer aujourd'hui, de vivre aujourd'hui. Parce que je pense que l'homme baroque a connu une situation qui ne s'est jamais résolue, et bien qui a trouvé une solution qui pour nous peut être aussi une solution. Mais disons que moi mes films, je fais ce qui me semble nécessaire comme style. Donc effectivement, je ne pense pas que ça ressemble trop à d'autres films, mais disons que les éléments de langage, de style, c'est mon langage cinématographique, puisqu'il me semble que ces éléments-là me permettent d'exprimer ce que j'ai à exprimer. Mais je ne cherche pas à établir un lien avec la période baroque ou avec aucune autre période. Il faut peut-être préciser quand même par rapport à certaines parties du public qui ne connaissent peut-être pas très bien ton œuvre, non seulement de cinéma mais aussi littéraire, c'est que tu es un homme de l'écrit aussi, tu es un homme de la parole écrite, donc je veux dire, on peut quand même dire très clairement que tous les mots sont à leur place ici, dans ton cinéma.
Oui, le mot est très important. La parole, justement, je fais une distinction entre le mot et la parole. C'est pas la même chose. C'est plus facile à expliquer en français que dans les autres langues à cause du fait qu'on ait plusieurs mots qui désignent des aspects différents d'un vocable d'une langue. Quand j'essaie d'expliquer ça en anglais ou même en allemand en utilisant un traducteur, ils sont obligés d'utiliser le même mot, word ou Wort, pour traduire mots et paroles. Et du coup, mais un mot, c'est le concept, la conception du langage qui dominante depuis le XVIIIe siècle. C'est-à-dire qu'une langue, c'est simplement un système pratique de communication. Et donc, un mot, c'est un signe dans un système de représentation verbale qui sert à désigner un élément d'un monde matériel et fini. Mais la parole, c'est autre chose. La parole, telle qu'elle existait dans la civilisation européenne jusqu'au XVIIe siècle, elle comporte, c'est un signe qui représente quelque chose, mais c'est aussi un corps et une âme vivants, et parce que jusqu'au XVIIe siècle, on considérait que le mot n'existait qu'incarné dans une voix et dans un corps humain. Donc la parole avait aussi un corps et une âme qu'on voit à travers, par exemple, la polysémie, qui est quelque chose de très important, en français, puisque c'est la langue où un vocable entendu oralement peut être le plus ambigu, selon le contexte ou la façon dont on l'écrirait, si on l'écrivait. Ce son peut avoir des sens très différents qui n'ont rien à voir l'un avec les autres, avec l'autre ou avec les autres, mais tout est présent en fait dans la parole incarnée. Et puis dans la tradition occidentale, la parole, c'est le lieu par excellence de la rencontre entre l'homme et le sacré. On connaît le prologue à l'Évangile selon saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Et Verbe, donc c'est le troisième mot de la langue française qui désigne encore un autre aspect du vocable. Voilà. Donc je pense que effectivement dans mes livres, dans mes romans en tout cas, je dois créer une fiction, raconter une histoire, créer un monde seulement à travers les mots, mais dans le cinéma, c'est autre chose. Le dialogue dans le cinéma, pour moi, ça sert à libérer une énergie cachée dans la personne qui dit les paroles. Et donc, effectivement, il n'y a jamais, dans certains films, il y a des dialogues écrits, et puis les acteurs, en fait, improvisent à partir de ça. Dans certains cas, c'est très bien, ça fonctionne très bien, mais pour moi, c'est inimaginable. Il faut que les acteurs respectent le texte écrit à la syllabe près. Et donc, effectivement, je ne cherche pas à reproduire le style parlé, je ne cherche pas à reproduire ce qu'on peut entendre dans une situation de la vie, parce que dans ce cas, c'est pas la peine pour moi d'en faire une fiction, d'en faire un film. Ce que je cherche par la fiction, par le cinéma, c'est de vous faire montrer dans des images qui sont quand même des images du monde réel, puisque tout ce que j'ai filmé est réel, mais de vous montrer une réalité qui est cachée dans cette autre réalité et que nous ne voyons pas dans notre vie quotidienne. Et donc, je cherche non pas à reproduire la réalité, mais à créer ma propre réalité qui vous fera voir une réalité qui existe réellement dans notre réalité quotidienne. Très bien, merci. Très bien expliqué. On peut. Merci. Voilà. Vous comprenez pourquoi, alors je ne sais plus qu'est-ce que je dois dire, la parole est importante chez Eugène Green, mais quand même, ce film confronte deux langues. Et je veux dire, là encore, c'est pas totalement innocent. Je veux dire, le jeu, excuse-moi, là aussi c'est polysémique. Je vais plus pouvoir poser de questions. Il y a une polysémie aussi dans l'échange entre les langues et dans la manière dont tu travailles. Le moment où ils parlent en français, le moment où ils parlent en italien, le moment où ils se traduisent, où ils essayent de se comprendre. Oui, disons que les langues, pour moi, c'est quelque chose de très important. Et je pense d'ailleurs
puisqu'on parlait justement de la civilisation européenne. Et c'est une autre raison pour laquelle la Suisse peut servir de modèle. Quelque chose qui m'impressionne beaucoup ici, c'est le fait que la plupart des Suisses maîtrisent plusieurs langues et qu'ils passent facilement d'une langue à l'autre. Et je pense que pour que l'Europe puisse exister, il faut que chaque Européen apprenne au moins 2 autres langues européennes. Donc en Suisse, voilà, si vous savez les 3 langues principales de la Confédération, vous êtes complètement européen. Mais l'idiome qui se parle en Grande-Bretagne et qui est censé se parler aussi dans l'entité qui se trouve entre le Canada et le Mexique, pour moi, ce n'est pas une langue européenne, et donc on ne peut pas le compter que dans le décompte des 3 langues européennes. Oui, l'utilisation de plusieurs langues, pour moi, à la fois, donc c'est une expression de ma croyance en la possibilité d'une renaissance européenne. Et c'est aussi, bien sûr, ça fait partie de l'énergie spirituelle qui est dans le film. Parce que selon la langue qu'on parle, on n'est pas la même personne. Une langue, c'est une conception du monde. Et quand on parle une langue, on voit le monde à travers cette langue et on existe à travers cette langue. Et si on parle plusieurs langues, je pense que c'est évident pour quelqu'un de... Moi, je parle mal toutes les langues, mais je parle plusieurs langues et je sais que je ne suis pas la même personne selon la langue que je parle, puisque je ne vois pas le monde de la même façon, je ne pense pas de la même façon et donc je ne me conçois pas non plus moi-même de la même façon. Et donc ce jeu des langues, bien sûr que ça joue, par exemple, dans le rapport de ces 2 couples refaits, c'est-à-dire adultes et jeunes, donc entre les 2 hommes, il y a un échange à travers autour de l'architecture, mais entre les 2 femmes, c'est surtout un échange linguistique, puisque de la même façon que Alexandre donne à Goffredo une compréhension de l'architecture baroque romaine, Aliénor donne à Lavigne la possibilité de faire des progrès dans la langue française qu'elle parle déjà, mais qu'elle a envie de perfectionner. Et donc, et puis, bon, Aliénor, par exemple, quand elle parle italien, on la comprend, mais on sent très, très fortement que c'est une Française qui n'a pas la pratique habituelle de la langue italienne, tandis que quand elle parle français, elle est tout à fait à l'aise. Et pourtant, en parlant française avec cette jeune fille, elle doit tout remettre en question, plus que quand elle parle italien, où elle joue presque un jeu de séduction avec Goffredo, parce qu'elle n'est pas prisonnière de tout le jargon qu'elle a pris professionnellement, et donc à la fois elle maîtrise moins la langue, mais elle est libérée de quelque chose que sa propre langue lui apporte. Mais quand elle commence à communier vraiment avec Lavinia, sa parole devient beaucoup plus profonde, plus sincère, plus proche de ce qu'elle est elle-même. Donc c'est évident que ce jeu des langues, c'est très important. À vous, question? Attendez, micro qui arrive, le voilà. Oui. Oui, pourquoi vous êtes-vous attribué le titre de Chaldéen? Ce n'est pas un titre, les Chaldéens existent, enfin de moins en moins, on est en train de les massacrer, mais... Vous-même, en tant que metteur en scène, vous vous attribuez ce titre? Pas titre, c'est un rôle, c'est un personnage que je joue. Vous êtes même titré comme Chaldéen au générique. Parce que cet homme, on ne sait pas son nom, mais on sait que c'est un Chaldéen. Donc c'est pour identifier le personnage. C'est pas un titre. C'est le Chaldéen, c'est pas... voilà, c'est juste de ces Chaldéens d'Irak en l'occurrence, hein, oui, voilà, qui sont en Irak. Les Chaldéens, donc, vous avez compris, ce sont donc les chrétiens d'Irak qui parlent encore araméen. Et donc c'est un personnage qui... ce n'était pas prévu au début que je joue ce personnage. J'aime jouer un petit rôle, c'est un peu comme dans les tableaux de la Renaissance ou de l'époque baroque, souvent le peintre se fait représenter en petit personnage et c'est un genre de signature. Donc j'aime faire ça, souvent je joue des rôles de serveur ou
de patron de café, parce que pour moi, créer une œuvre d'art, c'est un peu servir aussi, c'est offrir quelque chose. Mais là, c'était, à l'origine, il y a des communautés de Chaldéens près de Paris et près de Lyon, et qui sont francophones, ou qui sont devenus, et j'avais l'intention de chercher un vrai Chaldéen pour le faire venir en Italie et lui faire jouer ce rôle. Mais vu les circonstances économiques de cette production, que le film existe, c'était presque un miracle, et c'est grâce au producteur. Il fallait que quelqu'un joue le rôle, et donc voilà, j'étais sur place et j'ai décidé de jouer ce rôle. Merci. Autre question? Là, tout au milieu, forcément. Là, je dis forcément parce que c'est toujours une aventure assez complexe de passer le micro tout au... Mais voilà, avec la collaboration de chacun, voilà, très confédéral, on y arrive. Merci. Oui, pardon. Juste, par curiosité, il y a au tout début du film une citation de Rabelais. Alors évidemment, le contenu de la citation était tout à fait à propos pour le film, mais j'ai vu plusieurs de vos films et j'ai aussi bouquiné un peu Rabelais. Et pour moi, du point de vue stylistique, les deux corpus d'œuvres, si vous voulez, sont tout à fait antithétiques. Je vois Rabelais comme quelqu'un d'explosif, de délirant, de presque anarchique, tout en ayant une raison très fine. Et vous, au contraire, vous êtes absolument policé. Alors, je me demandais s'il y avait peut-être quelques parallèles secrets entre son style et le vôtre que le commun des mortels ne voit pas forcément. Bon, et disons, on peut citer Rabelais et ne pas imiter son style, mais il se trouve que je suis un grand admirateur de Rabelais parce que là où je rejoins Rabelais, c'est une croyance en la sacralité du verbe et que Rabelais aussi. Cette citation est prise dans la lettre de Gargantua à son fils Pantagruel, et c'est un texte que je cite très souvent pour expliquer ce que j'appelle l'oxymore baroque. Alors bon, je vais parler un peu, je cherche à l'éviter, mais puisqu'on y est arrivé. Ce qui m'intéresse dans la civilisation baroque, c'est ce que j'appelle l'oxymore baroque. Un oxymore, donc c'est une figure de rhétorique qui consiste à réunir dans une seule expression deux termes que la raison tient pour contradictoires et exclusifs, et pour exprimer une vérité qui va au-delà de la raison. Alors dans la lettre, juste pendant le Moyen-Âge et la Renaissance, et la lettre en question de Gargantua en est une expression très, très précise, l'homme européen croyait qu'il n'y avait aucune contradiction entre l'exploration scientifique de l'univers et la croyance spirituelle, puisqu'on croyait que le monde était une création de Dieu et que Dieu était visible dans chaque élément de sa création, et donc chaque élément du monde était un microcosme dans lequel on trouvait en petit reproduit le modèle du macrocosme. Et dans cette lettre donc, de Rabelais, il donne une sorte de programme d'éducation pour son fils. Donc c'est comment dire, c'est un programme avant-gardiste pour le début du XVIe siècle. Donc il lui dit d'étudier toutes les sciences, la géographie, les mathématiques, la philosophie, etc. Mais il dit surtout que la chose la plus importante, c'est la croyance spirituelle. Et il y a cette citation, donc Sapiens n'entre pas en âme malévole, et science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Là, je l'ai dit en français, en prononciation moderne, mais il faut que vous compreniez vite. Mais donc, c'est à travers ça que je rejoins d'une certaine manière Rabelais. Mais à la fin du XVIe siècle, donc pour arriver au début de l'époque baroque, l'évolution de l'exploration scientifique du monde avait atteint un point où l'homme européen avait abouti à un modèle mécanique de l'univers, c'est-à-dire l'univers fonctionnait selon des lois scientifiques que l'homme pouvait découvrir, et ça fonctionnait comme une machine, ça marchait tout seul. Mais du coup, ça semble évacuer la nécessité de Dieu.
Mais pendant toute l'époque baroque, c'est-à-dire depuis la fin du XVIe jusqu'au début du XVIIIe siècle, l'homme baroque vivait un oxymore, parce qu'en même temps qu'il continuait à développer ce modèle mécanique de l'univers, il croyait quand même que la réalité suprême était Dieu. Mais Dieu n'était plus visible dans sa création comme à l'époque de Rabelais, mais c'était le Deus absconditus, le Dieu caché de Pascal. Et donc c'était seulement dans des moments presque miraculeux où le fonctionnement normal de l'univers était suspendu que l'homme pouvait deviner la présence de Dieu, et c'était possible avant tout dans les œuvres d'art. C'était l'artiste qui pouvait, par le miracle de l'art, produire ce moment où le Deus absconditus devenait un Dieu apparent. Et donc c'est ce que j'appelle la présence réelle dans le cinéma de la spiritualité. Mais pour Rabelais, c'était la chose aussi la plus importante, sauf que pour lui, il n'y avait pas cette tension. C'est pour ça qu'il pouvait être tellement jovial, parce que pour lui, il vivait dans une civilisation très optimiste finalement, parce que Dieu était encore visible. Mais bon, pour revenir, donc résumer et finir par rapport à votre question, donc je ressens une sorte d'affinité élective avec Rabelais, mais je n'ai pas la chance de vivre à une époque aussi lumineuse que la sienne, et donc je suis obligé de passer par l'oxymore baroque et un style aussi, une construction qui m'est propre, mais disons que mon style peut-être ressemble plus au style de certains artistes de l'époque baroque, comme Borromini, avec un certain décalage, mais qu'il y a une communion sur les choses les plus importantes aussi avec Rabelais. Merci. Moi, j'avais une question pour revenir à l'architecture baroque, en l'occurrence. C'est la question de comment la filme-t-on, parce que au fond, là, tu t'approches justement de ce créateur baroque qui va chercher cette image de Dieu au ciel de ses voûtes. Et quelque part, finalement, on sait tous, pour ceux qui ont tout tenu un appareil de photo ou une caméra, que filmer ou même photographier l'architecture, et en particulier cette architecture-là, est d'une complexité immense. Alors au fond, comment tu l'as approché, toi, en tant que cinéaste ? Comme tu l'as dit, on ne peut pas, dans l'absolu, puisque l'architecture, par définition, on entre il y a une suspension de son propre temps, de son propre espace, et on entre complètement dans l'architecture. Mais comme il y a pour moi un parallèle très fort entre l'architecture et le cinéma, justement parce que ce sont deux expressions qui créent leur propre temps, qui créent leur propre espace et qui passent par la lumière, par une maîtrise de la lumière. Donc, je cherchais effectivement le moyen de rendre le plus possible, par le cinéma, l'expérience qu'aurait quelqu'un qui entre en contact avec ces architectures, qui en l'occurrence, quand on est à l'intérieur, qui est dans l'espace de ces architectures. Et donc, c'est quelque chose auquel j'ai réfléchi pendant très très longtemps. Même avant d'écrire ce scénario, et puis comme le temps entre l'écriture du scénario et le moment où on a pu enfin tourner, c'était très long, j'ai eu le temps de réfléchir encore, et donc j'ai cherché par le mouvement, mais aussi par le temps. Donc les gens qui n'aiment pas mes films, par exemple, qui ont l'habitude des bougeons barbares, bougeons c'est une traduction de mauvais. Ils trouvent que ces longs panneaux sur l'architecture, que c'est lent, il ne se passe rien. Mais justement, c'est le temps de l'architecture. Une architecture ne bouge pas, c'est l'éternité en fait. Donc il y a cette lenteur. Et puis, quand on regarde dans un livre, par exemple, qui parle d'une architecture, on a en général un plan. Donc on voit sur le sol comment ça
comment ça se dessine. Et puis, il y a une coupe, donc on voit l'architecture comme si c'était coupé au milieu et une moitié était enlevée. Et puis, il y a des images, des photos, des dessins qui montrent des parties entières. Et donc, bon, je ne pouvais pas faire tout ça dans un film, mais j'ai eu l'idée pour l'intérieur des églises, par exemple, de faire un panneau de 360 degrés sur la corniche, puisque ça donne le plan en fait, et en même temps ça montre l'agencement entre la montée des parois et puis le moment de la jointure avec ce mouvement ascensionnel de la coupole. Et on l'a filmé pour le San Lorenzo de Guarini, et puis au montage, je me suis rendu compte que c'était pas nécessaire de faire les 360 degrés. On voyait déjà le mouvement et l'utilisation des matériaux de décor sur juste une partie, un quart ou un tiers. Mais pour Santivo alla Sapienza, on a fait, et aussi pour San Carlino, on a fait le tour et on l'a gardé au montage, parce que je pense que c'est ce qui donne le plus l'impression qu'on a quand on se trouve dans ces églises. Et pour la coupole de Santivo, bon, malheureusement, on n'avait pas, il aurait fallu une grue, en fait, pour monter, ça, on n'avait pas les moyens, donc on a utilisé un zoom que normalement je n'aime pas, mais bon, Raphaël Aubin, le directeur de la photo, est très doué, et je pense que ce zoom, ce n'est pas vulgaire. Et puis, il y a un petit détail. Moi, je voulais absolument tourner en pellicule, je tiens beaucoup à ça, mais pour des raisons économiques que je comprenais, les producteurs m'ont dit que ce n'était pas possible. Et donc, c'est mon premier long métrage tourné en numérique. Et bon, j'étais quand même très triste et frustré, mais bon, de temps en temps, il y a un petit plus qu'on peut tirer du numérique, parce que moi, il est très difficile de voir Santivo, mais j'ai réussi plusieurs fois. Et en tout cas, les premières fois que je me souviens, dans les années 70, il y avait la colombe du Saint-Esprit. Et Borromini tenait beaucoup à cette colombe, puisqu'il en a fait plusieurs dessins. Et quand on a fait les repérages, j'ai vu que la colombe n'était pas là. Et le prêtre de Santivo, qui n'est pas un personnage particulièrement sympathique, je ne suis pas du tout anticlérical, mais ce prêtre en l'occurrence, il n'était vraiment pas très sympathique ni très fin. Et il a dit que la colombe était tombée à l'entre-deux-guerres. Bon, mais je sais que je l'ai vu et je ne suis pas très jeune, mais je n'étais pas là à l'entre-deux-guerres. Et puis, quand on a parlé avec le concierge, le vrai concierge, qui était très sympathique et plus fin en fait que le curé, il nous a dit que la colombe était tombée 4 ou 5 ans avant, qui s'est cassée, et comme ça fait à peu près 40 mètres de haut, la seule possibilité pour restaurer la colombe, ce serait quand toute la coupole sera restaurée, parce que ça coûterait trop cher de dresser un échafaudage. Alors j'ai décidé pour une fois de faire un effet spécial, et on a pris la colombe de San Carlino alle Quattro Fontane, qui est aussi de Borromini, et à la fin du zoom, on a incrusté la colombe. Vous avez le dévoilement d'un secret rare dans l'œuvre d'Eugène Green. Est-ce qu'il y a une question encore? Oui, ce que je vous demandais, c'était, vous avez parlé comment vous avez filmé l'architecture. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est tous vos choix de mise en scène avec vos acteurs, puisque systématiquement, vous avez utilisé très peu de travelling, mais systématiquement, ce sont des plans fixes avec des cadrages plus ou moins rapprochés. Chaque fois, c'est des chants contre chants. Il n'y a jamais de voix off d'un dialogue sur une personne qui écouterait. J'aimerais bien vous écouter, vous entendre. Pourquoi ce choix? Oui, alors pour moi, j'en ai parlé un petit peu en réponse à une autre question par rapport au dialogue, c'est-à-dire que pour moi, les paroles dans mes films sont là pour libérer des émotions profondes chez les acteurs. Et dans une conversation, moi, je trouve que des gens, de moins en moins,
ils savent se parler de moins en moins. Donc effectivement, aujourd'hui, souvent, il y a des gens qui systématiquement, dès que vous dites deux mots, ils vous coupent la parole et ils partent sur quelque chose et il n'y a pas vraiment d'échange. Mais moi, je pense que c'est très important, la conversation. Et je trouve que chaque réplique a son importance. Donc, je fais des chants et contre-chants systématiques. Et une des choses où je ne respecte pas une règle sacrée du cinéma, qui est de faire semblant que ce n'est pas un film, que la caméra n'est pas là, et donc de cacher la caméra sur le côté quand il y a deux personnages qui se parlent, comme si la scène était réelle et que donc il ne faut pas que les personnages se rendent compte qu'il y a une caméra là. Et dans ce cas, vous voyez seulement un des personnages, si on reste longtemps sur un personnage, comme vous l'avez dit, donc avec un personnage qui parle hors champ, vous voyez seulement un personnage et seulement une partie de son regard. Mais pour moi, une grande partie de la communication et de l'énergie spirituelle qui circule entre deux personnages, ça passe par le regard. Et donc, c'est pourquoi, quand les conversations commencent, en général, je commence avec la caméra derrière la personne qui écoute, et du coup, le personnage que vous voyez qui parle regarde normalement l'autre personnage. Mais quand la conversation devient plus intense, j'estime que j'ai le droit de mettre la caméra où je veux, où je trouve que c'est le plus efficace, et donc je mets la caméra entre les deux personnages. Et donc, techniquement, ça aboutit à un regard caméra. Mais dans la fiction, ce n'est pas la caméra qui regarde l'acteur, c'est l'autre personnage. Et donc, vous, spectateurs, vous recevez pleinement toute l'énergie qui passe entre les deux personnages qui se parlent. Et c'est ça Et donc, les valeurs changent au fur et à mesure que le dialogue devient plus intense. En général, la valeur se resserre, ça devient plus rapproché. Il y a aussi parfois on sort de ce dispositif et qu'il y a un plan plus large où vous situez les deux personnages dans l'espace, dans leur environnement, et puis si la conversation continue, de nouveau la caméra se met entre les deux personnages. Dans mon film précédent, La religieuse portugaise, il y a la clé de voûte du film, c'est un dialogue entre deux femmes, une actrice et une religieuse, et ça dure à peu près 20 minutes, la séquence dure 20 minutes, et donc il y a toutes sortes d'allées et de retours comme ça, mais le principe reste le même. Je ne ressens pas le besoin d'abandonner ce principe, puisque pour moi, il continue à fonctionner dans les films. Je pense d'ailleurs que l'une des séquences de la fin, le dialogue entre Alexandre et sa femme est très exemplaire de cette manière de filmer, hein, je crois on peut dire comme ça. Encore une question? Je ne veux pas frustrer quiconque, sinon on peut continuer encore à dialoguer un peu autour d'un petit verre au bar quelques instants. En tout cas, je vous remercie d'être là. Je rappelle que le film sortira au Cinéma City puis vendredi. Et puis voilà, un grand merci à Eugène pour tous tes films et tes paroles. Merci.